Très heureuse de vous avoir dans ce journal, mesdames et messieurs. Le sommaire. Réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est la première ministre Judith Suminwa qui l'a présidé dans son bureau de travail. Plus de 24 500 élèves privés de l'école depuis février dernier à cause de l'insécurité qui sévit dans la province de l'Ituri. Cette situation pèse sur l'éducation des enfants. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé ce vendredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa la 35e réunion ordinaire du Conseil de ministres du gouvernement. L'exposé sur la situation sécuritaire, sanitaire et humanitaire dans le pays, particulièrement dans les provinces du Nord et Sud Kivu, l'état d'avancement du projet de construction des recadres des Kinshasa, les mesures prises pour contrer l'exportation illégale de minerais du Nord Kivu, du Nord et Sud Kivu par le Rwanda et ses supplétifs M23 sont parmi le point repris à l'ordre du jour. Le Conseil va également suivre un exposé sur l'organisation d'une session spéciale de l'épreuve préliminaire de l'examen d'État 2025 dans le province éducationnelle du Nord Kivu 3 et l'invention par un génie congolais d'un avion école breveté en France. Toujours à la présidence, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a participé le jeudi 13 mars depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à un sommet extraordinaire virtuel de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Cette réunion visait à examiner la situation sécuritaire dans l'est du pays. Suivez ces reportages de la presse présidentielle. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude
gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Et à la primature, l'horizon de la capitale congolaise est sur le point d'échanger avec le début des travaux d'extension de la ville de Kinshasa prévue en juin de cette année. Cette annonce fait suite à une réunion technique présidée le jeudi 13 mars par la Première ministre Judith Suminwa avec le comité stratégique de supervision du projet. Bénédicte Maquet nous en parle. La chef du gouvernement a tenu à s'assurer de l'état d'avancement de ce projet d'envergure qui vise à désengorger la capitale congolaise et à améliorer les conditions de vie de ses habitants. La première phase du projet, qui comprend la création d'une zone industrielle, devrait générer plus de 10 000 emplois pour les jeunes. À l'issue de la réunion, Thierry Katembumbala, coordonnateur du comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, a indiqué que des décisions avaient été prises pour accélérer le démarrage des travaux. C'était essentiellement pour faire un état des lieux. Savoir où on en était, quelles sont les dispositions, ainsi que les étapes à suivre. On a pu présenter l'état des lieux global, ainsi que la feuille de route pour l'année 2025, les projets à venir, les projets immédiats, ainsi que les différents contrats qui doivent être mis en place, les différentes conventions, contrats, les partenariats qui ont déjà été réalisés, ceux qui doivent se réaliser. Selon les comités stratégiques de supervision, l'extension de la ville de Kinshasa s'étendra sur une superficie de 48 600 hectares dans la commune de Maluku à l'est de la capitale. L'extension a lieu dans la partie est de la ville, donc à Maluku. On a un côté, on a le fleuve, de l'autre côté, on a la route nationale. Donc ça s'étend sur 43 000 hectares de la route nationale jusqu'au fleuve, sur le site qui a déjà été identifié. Par ailleurs, les comités a souligné que la sous-traitance en faveur des entreprises locales serait encouragée, offrant ainsi des opportunités économiques prometteuses. Et le ministre de Finances Doudou Fouamba Likoundé a signé ce vendredi 14 mars 2025 deux accords de prêt avec l'Agence française de développement AFD. Ces financements visent à accélérer le développement numérique et moderniser les infrastructures de la ville de Boma. Lydie Djamba pour le détail. Il s'agit d'un prêt concessionnel de la France de 100 millions d'euros. Donc, qui vise à étendre le réseau Internet dans le pays, qui vise à connecter 30 millions de Congolais supplémentaires, qui vise à réduire le prix d'accès à Internet. Donc, c'est un projet qui aura un impact considérable sur toute l'économie et sur le quotidien de très nombreux Congolais. Le deuxième projet, qui est également la mise en œuvre d'un engagement conjoint de nos deux gouvernements, concerne la ville de Boma. Donc, il s'agit d'un prêt concessionnel de 40 millions d'euros qui vise à réhabiliter les principales infrastructures de la ville et qui vise à permettre à la ville de s'adapter au changement climatique, de résister à l'érosion. Okay. Enfin, le dernier projet, qui est beaucoup plus petit, mais qui est pas moins important, est un projet financé en dons qui vise à créer à Kinshasa un centre de perfectionnement pour les sportifs et les métiers du sport. Ça, c'est très important pour toutes les sélections nationales congolaises qui puissent, à la veille d'une compétition, avoir un centre doté d'infrastructures de meilleur niveau possible pour se préparer au mieux à la compétition. Et c'est pas simplement les sportifs, c'est aussi tous les métiers du sport tout autour, les préparateurs, les entraîneurs, les journalistes sportifs. Donc c'est très important comme je l'ai dit au ministre, de nous inscrire dans la durée. C'est-à-dire que là, on projette notre action conjointe sur les années qui viennent. Et c'est une étape. C'est la mise en œuvre des engagements passés, mais on se projette dans l'avenir et j'aurai l'occasion de revoir assez vite Monsieur le ministre pour discuter de nos projets communs sur les 3 prochaines années. Et
Et dans ces communiqués rendus publics le jeudi 13 mars, la SENCO et l'ECC plaident pour une paix durable en République démocratique du Congo, saluant les efforts diplomatiques et appelant le parti prenante à privilégier les dialogues pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Agnès Kassaza nous en parle. Les communiqués conjoints de la SENCO et de l'ECC s'inscrivent dans une dynamique de plaidoyer en faveur de la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. À travers ces messages, les leaders religieux expriment leur soutien aux efforts diplomatiques du président angolais João Lourenço, notamment pour son rôle dans l'initiative des dialogues directs entre la RDC et les responsables de l'AFC M23. Il salue également l'engagement du président Félix Tshisekedi en faveur d'une approche pacifique et des dépassements de différends. Les signataires rappellent qu'il n'existe pas de solution militaire viable et durable au conflit qui ensanglantent l'Est de la RDC depuis 3 décennies. Ils exhortent donc le parti prenante à privilégier la voie du dialogue et à saisir l'opportunité des négociations en cours pour aboutir à une solution globale et inclusive. De plus, ils expriment leur gratitude envers le chef de l'État africain qui soutient cette démarche et appellent la communauté internationale à se mobiliser davantage pour alléger les souffrances des populations civiles. Enfin, la SENCO et l'ECC réaffirment leur engagement pastoral en faveur du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, insistant sur la nécessité d'une implication collective et spirituelle pour mettre un terme à cette crise, un appel fort qui rappelle que la paix véritable repose sur la réconciliation, la justice et la solidarité. Et en justice, le procès des 5 généraux de FARDC et de la police nationale congolaise s'est ouvert le jeudi 13 mars 2025 à la haute cour militaire. Il est reproché à ces officiers supérieurs d'avoir fait preuve de lâcheté, d'abandon de troupes ainsi que d'abandon d'armement et de munitions à l'ennemi. Les accusés sont liés à la défaite de FARDC lors de la prise de Goma, de la ville de Goma, le 30 janvier dernier. Le procès a été renvoyé pour le 20 mars prochain. Marcel Kilombo nous en parle. La salle d'audience du palais de justice de Kinshasa a été remplie de monde pour ce premier jour du procès des officiers supérieurs. Ils sont 5 officiers supérieurs, dont 2 de la police nationale congolaise et 3 des forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient aux côtés de leurs avocats devant le juge de la haute cour militaire de Kinshasa. Pour ce premier jour du procès, cette haute cour n'a jugé uniquement que les généraux qui étaient affectés à Goma au Nord Kivu, dont les commissaires divisionnaires adjoints Ekuka Lipopo, ancien vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Ils sont tous poursuivis pour le même grief. Étant au service des forces armées, de la police nationale et du service national, violer une consigne générale donnée à la Cour pour une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter ou forcer une consigne donnée à un militaire. En l'espèce, avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que dessus, quitter le chef-lieu de la province du Nord Kivu, violant ainsi la consigne du commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale. Pour sa part, l'avocat de la défense, Chicha Bokolombe, pense que les bases ont été posées pour permettre à la défense de se préparer pour la suite de l'instruction. Aujourd'hui, la Haute Cour a procédé à l'identification des prévenus, qui est une mesure d'instruction, et à la lecture des préventions. Et nous attendons à la prochaine audience pour commencer à attaquer prévention par prévention selon le prévenu. Il faut signaler que le ministre d'État, ministre en charge de la Justice et garde des Sceaux,
Constant Moutamba a assisté du début jusqu'à la fin à ce premier jour de procès des officiers des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. L'instruction du procès a été renvoyée au 20 mars prochain pour permettre aux avocats de passer au greffe afin de prendre connaissance des différentes pièces du dossier de leurs clients. Et la police nationale congolaise s'en va en guerre contre les embouteillages qui perturbent la circulation à Kinshasa. Pour ce faire, les commissaires provinciaux de la PNC, le général Blaise Kilimbalimba, a débuté hier jeudi 13 mars l'évacuation des véhicules des transports en commun et des particuliers mal garés sur la chaussée. Les équipes de la police ont emporté les engins mal stationnés aux alentours des écoles, des banques et des administrations. Lydie Djamba pour ses commentaires. C'est sur le boulevard du 30 juin et l'avenue Colonel Munjiba qui en est le prolongement que la police nationale congolaise a commencé son opération. Ces désaltères situés à l'ouest de la capitale sont parmi les plus fréquentés de la ville de Kinshasa. Les embouteillages sont fréquents. Pour tenter de fluidifier le trafic, la police a débuté l'évacuation de véhicules qui encombrent les abords de la route. Les Kinois ont encouragé cette opération. Les écoles sont pointées du doigt puisqu'elles sont construites les longues des artères principales de la capitale. La majorité de ces écoles ne disposent pas le parking en l'air sain. Cette opération complique la tâche aux parents véhiculés qui viennent déposer ou chercher leurs enfants. La police nationale congolaise est décidée à restaurer de l'ordre en matière de circulation routière, le trafic étant concentré sur un nombre limité de routes au centre-ville, entraîne d'énormes difficultés de mobilité de personnes et de leurs biens. Pour les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, cette opération permettra de renforcer la fluidité des circulations dans les artères principales de la ville. Les engins saisis ont été acheminés dans le fourrière de la police. Cette opération s'ajoute aux autres mesures prises par la PNC pour combattre l'incivisme sur la voie publique. Comme je vous le disais en titre, en éducation, la situation sécuritaire préoccupante en province d'Ituri continue de peser lourdement sur l'éducation des enfants, selon l'Association nationale de parents d'élèves du Congo, ANAPECO, en sigle. Environ 24 500 élèves ont abandonné l'école depuis le février dernier à cause de l'insécurité croissante dans la région. Suivez. Ces chiffres de 24 558 élèves est dévoilé par le président de l'Association nationale de parents d'élèves du Congo, David Tou, qui estime que jusqu'à ce jour, ces élèves se retrouvent en errance. Ils ont recensé 66 écoles dont les élèves sont dans la rue depuis les mois de février. Parmi eux, 1622 finalistes de primaire et 526 finalistes du secondaire attendent de passer l'examen d'État. Les enfants ont abandonné les études à cause de l'insécurité. Parmi ces élèves, alors qu'ils devraient se préparer à des examens cruciaux pour leur parcours scolaire, cette vague de déscolarisation est directement liée à la résurgence de violences perpétrées par les groupes
groupes armés, notamment dans les territoires des Djongo. Depuis plusieurs semaines, une psychose s'est installée particulièrement à Bunia, poussant des milliers de familles à fuir leurs foyers. Le président de l'ANAPECO appelle le gouvernement congolais à prendre des mesures urgentes pour sécuriser la population et garantir le droit à l'éducation. Depuis 2017, l'Ituri est en proie à des conflits armés récurrents qui ont déjà coûté la vie à des milliers de personnes et provoqué le déplacement de certaines de milliers d'autres. La déscolarisation massive des enfants ne fait qu'aggraver une situation déjà dramatique. Face à cette crise, la responsabilité du gouvernement est engagée pour rétablir la paix et permettre à ces milliers d'enfants de retrouver le chemin de l'école, car sans éducation, c'est l'avenir de toute une génération qui est menacée. Et pour boucler la boucle en sport, le processus électoral de football congolais poursuit son bon nombre de chemins. Le président de la commission électorale, Michel Enyeka, vient d'innover avec les débats télévisés ou contradictoires pour les candidats tête de liste retenus par la Ligue nationale de football, l'INAFOOT, la Ligue nationale de football féminin, l'INAFEC, et la Ligue nationale de football de jeunes. C'était au cours des audiences leur accordées c'est vendredi 14 mars 2025 au siège de la FECOFA. Suivez ces propos recueillis par Judith Kapemba. J'ai été reçu par la commission électorale. J'étais soucié d'avoir une idée exacte des conditions d'organisation des élections au niveau de la Ligue nationale de football, la LINAFOOT, où je suis candidat porteur d'une liste. Et avant de déposer cette liste, je devais me rassurer au niveau de la commission des conditions qui ont été retenues dans le formulaire ad hoc, mais également le délai exact, les dates, la date limite de dépôt de candidature et les conditions de construction de cette candidature, mais également me rassurer sur les exigences et des statuts du code électoral sur la composition de l'équipe qui va devoir gérer la Ligue nationale de football. J'avais besoin de défier cela et parce que déjà, on a attendu ces élections-là depuis 2017, elles n'ont pas eu lieu. En 2021, on a même déposé les dossiers, on doit avoir engagé également, on a même été en contact avec les électeurs qui étaient même déjà ici à Kinshasa, mais malheureusement, les élections n'ont jamais eu lieu, on ne nous a jamais dit pourquoi. Et on pouvait demeurer méfiant pour se dire, bon, est-ce que ce n'est pas le même jeu? Mais maintenant, là, je suis sûr qu'on va aller jusqu'au bout et je fais confiance à ceux qui m'ont dit, je fais confiance à ces dames et messieurs responsables. J'ai par présomption eu l'impression qu'ils sont en train de faire un travail sérieux et que cette fois-ci, ce sera bien fait et les élections auront lieu au niveau de la Ligue nationale de football. Et ce que nous avons attendu, je crois que ça se fait comme ça, on sera satisfait. On doit savoir pourquoi on compétit. Je me rappelle, lorsqu'en premier graduat, je n'ai jamais oublié ça. La première question que Raja Bin Saïdi, mon professeur de psychologie, en général en premier graduat, il entre dans la promotion. La seule question qu'il pose, expliquez-vous votre présence ici et maintenant. C'était seulement ça la question. Et donc, je vis avec cette question-là, comme pour dire, tout ce que j'entreprends comme démarche, je dois être en mesure de justifier pourquoi je vais le faire. Donc, il me voit de bon aloi que je sois en mesure de dire pourquoi je vais postuler comme président. Et si ça se fait dans un débat contradictoire, ça me rassure. Voilà, c'est par ici que nous mettons fin à ces journaux, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Réunion technique avec le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est la première ministre Judith Suminwa qui l'a présidé dans son cabinet de travail. Et plus de 24 500 élèves privés de l'école depuis février dernier à cause de l'insécurité qui sévit dans la province de l'Ituri. Cette situation pèse sur l'éducation des enfants. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons fin à ces journaux. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis excellent week-end à tous.